Hey, aujourd'hui on va faire un petit speedrun du chapitre des suites qui inclura donc tout le programme de première et le programme de terminale évidemment. Donc après avoir suivi ce petit speedrun, vous serez capable de faire n'importe quel exercice de type bac et évidemment l'exercice le plus difficile. Donc vraiment ça résumera tout le chapitre des suites de tout le lycée. Si vous avez besoin de réviser avant un examen, pourquoi pas reprendre cette vidéo. Donc on va déjà redéfinir une suite. Donc en fait une suite c'est tout simplement une fonction qui est définie de n dans R. Donc je m'explique, c'est-à-dire qu'on prend une suite de nombres, eh bien le premier nombre on va l'appeler U0, puis le second on va l'appeler U1, etc., U2, etc. Et cette suite elle est indicée en fait par un entier, c'est ça qui fait qu'on a une suite et pas une fonction. Et c'est aussi simple que ça. Alors une suite, il y a deux manières de le définir, on va dire. Il y a donc la manière explicite qu'on appellera explicite. C'est qu'en fait le nème terme de UN, il dépend simplement de n. Donc c'est f de n, avec f une fonction. F, c'est une fonction qui va de R dans R. Donc par exemple, pour définir une suite explicite, on aurait par exemple UN égale n carré plus 1 sur n. Et bien ça, c'est une suite définie de manière explicite puisque le terme UN dépend que de n. Ici, on n'a que du n qui apparaît. Ok. Et puis ensuite, on a la manière récurrente, qui en général est une manière un peu moins facile à étudier, mais on va voir qu'il y a toujours moyen de l'étudier. C'est qu'en fait, UN plus 1, eh bien, il est égal à une fonction fois UN. C'est-à-dire qu'on définit, entre guillemets, par récurrence. C'est-à-dire qu'on connaît le terme UN, eh bien on cherche à connaître le terme UN plus 1. Donc par exemple, on aurait la définition UN plus 1 est égal à 2 UN. Ça, c'est une suite définie de manière récurrente. Voilà. Et en général, quand on définit une suite de manière récurrente, eh bien on définit son premier point, puisque là, je connais juste le point qu'il y a après un point, et donc il me faut le tout premier. Donc je pourrais par exemple définir U0 égale à 1. Et donc là, on pourrait facilement calculer avec ça, eh bien, on a que U1 c'est égal à 2 fois U0, donc on aurait 2. Puis on aurait U2 qui est égal à 2 fois U1, et donc ça nous donnerait 4, etc. Donc on peut en fait tout doucement calculer les termes à partir de ça. Voilà, donc ça c'est les deux manières de définir une suite. Et maintenant, on va voir les suites les plus classiques entre guillemets. Donc on a la suite arithmétique. Alors une suite arithmétique ici, elle est dite arithmétique en fait s'il existe un réel R tel que pour tout n, UN plus 1 est égal à UN plus R. Donc, on rappelle, UN plus 1 doit être égal à UN plus R. Donc ça signifie en fait qu'à chaque fois, au prochain terme, eh bien, on augmente de R le terme. Et donc en fait, le R ici, on l'appelle raison, comme c'est précisé juste en haut, la raison de notre suite. Et on va voir un truc, la propriété la plus intéressante en fait sur les suites arithmétiques, c'est qu'en fait UN, là on a une définition une définition récurrente. Et donc en fait on va voir que on peut transformer ce truc-là en explicite, comme on a dit plus haut, donc quelque chose qui dépend que de n. Donc comment on l'explicite? Eh bien en fait on sait que UN ça va être égal à U0 plus n fois R. Cette formule elle est assez logique parce que si par exemple je calcule U1, eh bien U1, si j'utilise la formule ici, U1 c'est égal à U0 plus R. Donc ça c'est égal à U0 plus 1 fois R. Okay, si je essaie de racoler à ce modèle-là. Puis si je regarde U2, eh bien U2 je sais que c'est U1 plus R. Et donc si je reprends la formule que je viens de donner de U1, ça nous donne U0 plus R plus R. Et donc j'obtiens U0 plus 2 fois R. Effectivement, on a le 2 ici qui apparaît et le U2 ici. Et donc en fait, on en déduit, on peut même le prouver par récurrence, c'est assez simple, que U0 est égal à n fois R. Aussi simple que ça. Ensuite, on a la suite géométrique. Donc la suite géométrique, c'est à peu près le même type de suite, sauf qu'en fait, cette fois-ci, on a UN plus 1 qui va être égal à Q fois UN. Donc tout à l'heure, on avait UN plus 1 qui est égal à UN plus R. Eh bien, cette fois-ci, on a Q fois UN. Et donc ce réel ici, Q, était encore appelé la raison de la suite géométrique. Donc par exemple, on aurait la suite UN plus 1 que j'avais définie tout à l'heure. UN plus 1 est égal à 2 UN et U0 est égal à 1. Ça, c'est une suite géométrique. Ok, on a une suite géométrique. Et encore une fois, on a une petite propriété qui nous permet de caractériser, de donner la forme explicite d'une suite géométrique. Ce qui se passe, c'est qu'on a UN qui va être égal à U0 fois Q puissance n avec Q la raison. Donc ici, ça va être 2 puissance n. Donc ici, mon U0, c'est 1, donc ça, c'est juste égal à 2 puissance n. Et c'est bien ce qu'on avait tout à l'heure, puisque j'avais calculé U1, ça faisait 2, et c'est bien égal à 2 puissance 1. Puis j'avais calculé U2, ça nous faisait 4, et 2 au carré, ça fait 4. Donc on a bien cette formule-là. Et donc ça, c'est les deux suites. Vous pouvez éventuellement voir passer les suites qu'on appellera arithmético
géométriques qui sont assez classiques au bac, arithmético-géométriques. Et en fait, c'est une suite de la forme un plus 1 est égal à a fois un plus b. Donc en fait, on voit les deux composantes, c'est pour ça qu'on l'appelle arithmético pour la partie arithmétique et géométrique pour la partie géométrique. C'est-à-dire qu'ici, on a a fois un donc comme une partie géométrique et ici plus b comme une partie arithmétique. C'est pour ça qu'on l'appelle les deux, c'est un combo des deux. Et en fait, cette suite, en réalité, son comportement est beaucoup plus proche d'une suite arithmétique, puisque souvent, on vous fera poser une suite du type Vn est égal à un moins L avec L un certain réel, et vous allez devoir montrer que Vn est géométrique. C'est souvent comme ça que ça se passe. Et en fait, finalement, le comportement de un est très proche d'une suite géométrique. À quelque chose près, c'est très proche. Voilà. Ensuite, on va avoir les suites croissantes et décroissantes. Donc une suite croissante, eh bien, elle est dite croissante en fait si pour tout n dans grand N, on a un plus petit ou égal à un plus 1. Donc croissante, hein, c'est juste que le terme en n est plus petit que le terme en n plus 1. Et puis décroissante, c'est si le terme en n est plus grand que le terme en n plus 1. Donc, si je trace un petit graphe, hein, ici j'ai le terme en n, disons, le terme en n plus 1 et le terme en n plus 2. Eh bien là, je vais avoir une suite qu'on pourrait dire croissante, puisque le terme en un, ici c'est un, hein, un, ici on a un plus 1, puis ici on aurait un plus 2, donc on voit bien que un est plus petit que un plus 1, et un plus 1 qui est lui-même plus petit que un plus 2. Donc là on a bien une suite croissante. Et donc ici j'ai donné un petit exemple, cette suite-là on va voir sa variation. Donc pour regarder la variation, étant donné qu'ici on a une suite positive, on peut regarder en fait, petite technique, on peut regarder un plus 1 sur n plus 1 au carré moins n plus 1 plus 1, et sur un ça nous fait du n au carré moins n plus 1 sur 1, bon, rien du tout. Et ensuite, on va développer le terme du bas pour voir ce qui apparaît, donc moins n plus 1, etc. Et ici, on obtient du n carré plus 2n plus 1 moins n moins 1 plus 1. Et ça, si on fait le calcul, on simplifie ici, puisque là, on a du plus 2n moins n, et puis ensuite, on a un plus 1 moins 1. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir du n carré plus n plus 1. Et là, il se trouve que ce terme-là, on voit bien que ce terme-là, il va être plus petit ou égal à celui du bas. Okay, c'est juste parce qu'ici, on a un moins n, donc il est plus petit puisqu'on a un nombre négatif en moins, en fait. Donc ça va être plus petit que 1. Et donc, si on remultiplie par un de chaque côté, on obtient que un plus 1 est plus petit que un. Et donc ça nous donne que la suite est décroissante. Donc cette suite-là, elle est assez décroissante. Voilà. Ensuite, prochaine chose, c'est la limite d'une suite. C'est ce qu'on étudie le plus et on se rapproche plus du programme de terminale désormais. Donc la limite d'une suite, c'est en fait vers quoi la suite va se rapprocher. Ici, on ne va pas donner de définition formelle avec les epsilon, mais vous avez peut-être déjà vu cette définition-là. L'idée, c'est qu'en fait, si on a une suite réelle, eh bien, on va dire qu'elle a une limite en plus l'infini quand elle va se rapprocher d'un élément, quand elle va se rapprocher de plus en plus d'un élément. Par exemple, la suite un égale 1 sur n, cette suite-là. Cette suite-là, ce qui se passe, c'est que quand n est grand, donc si par exemple je prends n égale, je ne sais pas, 1000, ok, je prends n égale grand, donc qui va vers l'infini, eh bien je sais que u de 1000, c'est égal à 1 sur 1000. Et 1 sur 1000, on peut le regarder, c'est égal à 0,001. Maintenant, si je prends n égale 1 million, donc 1 million, eh bien je vais obtenir que u de 1 million, ça va être égal à 0,0000, etc. Je ne sais pas combien il y a de 0 exactement, mais voilà. En gros, on voit bien que tout doucement, eh bien, quand n devient grand, la suite un, elle devient de plus en plus petite. Et donc, en fait, ici, on va pouvoir dire en fait, que la limite de un, eh bien, c'est 0. C'est-à-dire que quand n tend vers l'infini, donc quand n va vraiment vers l'infini, s'approche de l'infini, eh bien, la suite un, elle s'approche de 0. Donc ici, on dira que la limite de un, c'est 0. Maintenant, si on prend l'exemple Vn ici. Alors Vn, cette fois, on regarde n carré. Donc si je regarde pour Vn, je regarde pour n égale 1000, encore une fois. Je calcule V de 1000. Donc V de 1000, ça me fait 1000 au carré. Alors 1000 au carré, ça nous donne du 100 000. Même 1 million, du coup, je dis n'importe quoi. Non, attends, oui, 1 million. 1 million. Donc si maintenant je teste avec n égale 1 million, bon bah là je ne vous fais pas le calcul, mais ce qui va se passer, c'est que V de 1 million, il va être égal à quelque chose de très très grand. Ok, c'est égal à un truc avec énormément de zéros ici. Il y a vraiment beaucoup de zéros. Il doit y en avoir 12 zéros. Donc en fait, ce qu'on va dire, c'est que quand n il tend vers plus l'infini, quand n grandit, eh bien la suite Vn, elle tend vers plus l'infini. Elle augmente tout doucement.
Donc, on va pouvoir dire que la limite de Vn, quand n tend vers plus l'infini, ça va être égal à plus l'infini. Voilà, deux petits exemples ici, hein, juste pour expliquer avec 1 sur n et n carré. Voilà. Ensuite, on va voir des techniques pour calculer les limites. Donc, on a ces propriétés-là. Enfin, cette propriété-là qui va surtout vous servir, c'est surtout celle-là qui vous servira et pas beaucoup d'autres. Donc, ce qui se passe, c'est que si on a un, vn et wn, trois suites de réels, ok. Donc là, il y a deux propriétés, hein, la propriété petit 1 et la propriété petit 2. La propriété petit 1, elle dit que si un est plus petit que vn, donc c'est-à-dire que un est toujours en dessous de vn, et que la limite de un, c'est plus l'infini, donc la limite de cette suite-là, c'est plus l'infini, alors la limite de vn va être égale à plus l'infini. En fait, cette propriété, elle est assez logique, parce que si un ici, le terme un ici, eh bien, comme la limite de un, c'est plus l'infini, lui, il va devenir de plus en plus grand quand n va grandir. Et donc lui, vu qu'il est plus grand que lui, lui, nécessairement, Vn, il va être aussi énormément grand. Et donc, en fait, on peut en déduire assez simplement que la limite de Vn, c'est aussi plus l'infini. Voilà, c'est assez simple, ce théorème-là. Et puis, second théorème, qu'on appelle le théorème des gendarmes, si on a un qui est plus petit que Vn, qui est plus petit que Wn, donc en fait, Vn est ici encadré par un et Wn, et que la limite de un, donc la limite du terme à gauche, c'est L, et la limite de Wn, c'est L aussi, donc le même réel L ici. L, c'est un réel. Pareil ici, un réel. Eh bien, ce qui se passe, c'est que lui, il va s'approcher de L quand n tend vers l'infini, et pareil pour lui. Donc en fait, ça, on en réduit exactement de la même manière que Vn, vu qu'il est coincé entre les deux et que les deux s'approchent de L, lui, il va s'approcher aussi de L. Donc limite de Vn égale L. Voilà, ça c'est le théorème des gendarmes. Donc on va voir par exemple comment calculer la limite de exponentielle n. Alors la limite de exponentielle n, si je mets le premier point, donc en fait on peut vérifier par récurrence. Vous pouvez le prouver, c'est pas très difficile. Par récurrence, on obtient que exponentielle n est plus grand que n plus 1. Et ça c'est valable pour tout n plus grand que 0. Donc ce qui se passe, et on va regarder, nous on veut la limite de exponentielle n, on va appliquer notre premier théorème qu'on vient de donner. La limite de n plus 1 quand n tend vers plus l'infini, ça c'est assez évident. Hein. Quand n tend vers plus l'infini, alors n plus 1 aussi il va tendre vers plus l'infini. Hein. J'ajoute un truc positif à n, ça tend aussi vers plus l'infini. Donc ça c'est plus l'infini. Et on a cette propriété-là. Donc n plus 1 il tend vers plus l'infini et il est plus petit que exponentielle n. Donc on en déduit que la limite de exponentielle n ne peut être que 0. Donc ça c'est le premier cas assez simple, qu'on appelle un encadrement. Et puis ensuite on a sinus n sur n. Cette fois-ci on va essayer d'utiliser le théorème des gendarmes, donc encadrer la suite sinus n sur n. Donc ce qui se passe, un petit truc qu'on connaît sur le sinus, c'est que si on fixe n dans n, étoile, puisqu'on va faire une division par n, eh bien le sinus de n, on sait un seul truc sur le sinus, et c'est quasiment la seule chose que vous avez à savoir sur le sinus quand vous calculez des limites, c'est que le sinus, il est plus petit que 1 et plus grand que moins 1. Ok, ça c'est un truc à savoir sur le sinus, hyper important. Et donc en fait, on peut diviser cette inégalité de partout par n, et donc on va obtenir moins 1 sur n plus petit que sinus n sur n plus petit que 1 sur n. Et là, on obtient un encadrement. Maintenant, on va regarder les limites de chaque côté. Donc la limite ici de 1 sur n, eh bien on l'a dit, quand n devient grand, quand n vaut 1 million par exemple, ici ça fait 1 sur 1 million, ça fait un truc très petit. Donc ça tend, je mettrai une flèche comme ça, tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Et ce terme-là, eh bien c'est moins le terme qui tend vers 0, donc moins 0, ça nous fait toujours 0. Donc ça, pareil, il tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc finalement, par encadrement, vu que les deux vont tendre vers 0 et que le sinus n sur n il est bloqué, eh bien sinus n sur n a pour limite 0. 0. Et ça, c'est juste grâce au théorème des gendarmes, ok? Voilà. Petite application assez directe du théorème des gendarmes. Ensuite, on va voir les opérations sur les limites. Un truc hyper important qui vous allez toujours vous servir. Tout le temps, vous allez vous en servir. Donc, premièrement, on va voir à chaque fois qu'on a des suites, donc on va voir ici deux suites, un un et vn, deux suites qui convergent vers une limite finie. Donc, ça veut dire que un, elle tend vers L ici, et vn, elle tend vers L', avec L et L' qui sont deux réels fixés. Donc, si la suite un plus vn, eh bien, elle va tendre vers la somme des limites, aussi simplement que ça. Si on fait le produit, pareil, ça va tendre vers le produit des limites. Ensuite, si on fait 1 sur un, eh bien, on va tout simplement tendre vers 1 sur L. Évidemment, il faut le cas où L est différent de 0, puisque si L est égal à 0, on a un truc de la forme 1 sur 0 et on fait une division par 0. Ça ne fonctionne pas. Donc si par exemple un tend vers 3, eh bien 1 sur un va tendre vers 1 tiers. Et puis ensuite, pareil sur un sur Vn. Ce qui se passe, c'est que un tend vers L, donc on va avoir du L. Et puis ici, Vn tend vers L', donc on va avoir du L sur L'. Évidemment, on veut L' aussi différent de 0.
Et ensuite, on va avoir une opération pour les limites infinies. C'est-à-dire que si les L et L' sont infinis, on va voir ce qui se passe. Donc en fait, si on fait... alors ici, il n'y a pas de moins, hein, ça c'est juste les tirets genre. Si on fait plus l'infini plus un truc qui tend vers plus l'infini, bah, on a deux trucs qui tendent vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Si on fait plus l'infini fois un autre truc qui tend vers plus l'infini, bah, aussi pareil, ça tend toujours vers plus l'infini. Si maintenant on fait plus l'infini fois un truc qui tend vers moins l'infini, eh bien en gros on va avoir plus moins, enfin plus fois moins, ce qui nous donne moins, et c'est toujours un infini, donc moins l'infini. Ensuite, si on fait 1 sur plus ou moins l'infini, bah, ça c'est pareil, ça fait toujours 0. On fait 1 sur un truc qui est très très grand, ça fait 0. Et ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir, si on fait L fois plus l'infini, ici il a mis moins L, donc si on fait moins L fois plus l'infini, ça nous donne moins l'infini. Donc ensuite, il y a évidemment des formes indéterminées. Par exemple, si je fais plus l'infini, moins plus l'infini, bien là j'ai quoi? Plus l'infini, moins l'infini. Donc ça c'est trop bizarre, parce que si par exemple je prenais cette suite, je fais n plus 1, je prends cette suite là, et la seconde je mets n. Ça, cette suite elle tend bien vers plus l'infini. Cette suite là elle tend bien vers plus l'infini. Et la somme des deux, enfin la soustraction des deux je veux dire, tend vers 1. Ok, puisque ça fait n plus 1 moins n, ça fait juste 1. Donc ça tend vers 1. Et donc en fait, ça c'est ce qu'on appelle une forme indéterminée. Les formes indéterminées, c'est quand on a un truc qu'on ne peut pas résoudre qui n'est pas simple. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans ces cas-là en fait qu'on a présenté. Par exemple, on a plus l'infini sur plus l'infini. Bon bah qui gagne en fait entre le dénominateur et le numérateur? On sait que lui, le plus l'infini, il va plutôt faire tendre le quotient vers 0, alors que lui, au dénominateur, il va plutôt faire tendre le quotient vers plus l'infini. Qui va gagner? C'est ça la question, c'est une forme indéterminée. Ensuite, on aurait du 0 sur 0. Qui va gagner entre les 0? Ça, c'est hyper important à savoir. Donc on va faire deux petits exemples ici pour capter les opérations sur les limites. Donc en fait, si on regarde 2n sur n plus 1, on va essayer de montrer que cette suite elle converge vers 2. Donc ce qui se passe ici, c'est qu'on a une indéterminée aussi, puisqu'en fait, si on regarde la limite de 2n, 2n il va tendre vers quoi? Il va tendre vers plus l'infini, quand n tend vers plus l'infini. Ça c'est assez clair, puisque 2 fois un truc qui tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Et n plus 1, eh bien, il tend aussi vers plus l'infini, quand n tend vers plus l'infini. Donc en fait, on a un truc exactement de cette forme que j'ai donnée, plus l'infini sur plus l'infini. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est lever l'indéterminé. Et pour lever l'indéterminé, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va factoriser par le terme qui gagne en haut et en bas. Donc en fait, je vous explique, ici, on va factoriser par n. Donc on a du n fois 2, et puis en bas, on va factoriser par n aussi. On va avoir du n facteur de 1 plus 1 sur n. Les n ici vont s'annuler, et on va obtenir du 2 sur 1 plus 1 sur n. Et là, on a une forme moins indéterminée. Pourquoi? Parce que le 1 sur n ici, il va tendre vers quoi? Eh bien, il va tendre vers 0, on l'a déjà dit plusieurs fois. Donc si je fais 1 plus 1 sur n qui tend vers 0, tout ça va tendre vers 1. Et puis ensuite, on a du 2 sur 1. Donc en fait, finalement, tout ceci tend vers 2 sur 1, qui est égal à 2. Ok, précisément, en fait, il tend, si on me rappelle un peu les limites, il tend vers 2 sur 1 plus 0. Bon, ça, c'est égal à 2. Voilà. Puis on aurait ce petit exemple-là avec Vn, donc ça, c'est exactement le même principe. En fait, vous pouvez montrer, si vous voulez, que Vn tend vers moins 4, quand n tend vers plus l'infini. Voilà, juste ça. Ensuite, ce qu'on va voir aussi, c'est les croissances comparées. Hyper important les croissances comparées, puisque c'est des formes indéterminées qui sont dans le cours en fait. Si on regarde ici, pour ceux qui ont fait les exponentielles, exponentielle de moins n quand n tend vers plus l'infini, ce truc-là, il va tendre vers 0. Et puis le n ici, il va tendre vers plus l'infini. Donc on va avoir un truc de la forme ici, plus l'infini fois 0. La question maintenant, c'est qui gagne entre plus l'infini et 0? Eh bien, il se trouve que l'exponentiel, en fait, si vous avez déjà vu son graphe, il tend très très vite vers 0, très très fort vers 0. Et en fait, il va gagner. Il se trouve que du coup, on a que n fois exponentielle moins n va tendre vers 0. Pareil ici, quand n tend vers plus l'infini, l'exponentiel de n ici, il a envie de tendre vers plus l'infini, et lui, il tend aussi vers plus l'infini. Donc ici, on a un truc de la forme plus l'infini sur plus l'infini. Mais il se trouve que l'exponentiel va encore une fois gagner. Donc, on va avoir plus l'infini. Et puis ici, le ln, à l'inverse de l'exponentiel, lui, il va perdre en fait. Il va perdre tout le temps quasiment. Il se trouve que là, lui, ln de n, il tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Et ici, le n aussi, mais le n va faire gagner le truc et on va tendre vers 0. Voilà. Ensuite, un petit théorème qui s'appelle le théorème de la limite monotone. Hyper important à connaître puisque vous allez souvent le voir. De la limite monotone et qui peut servir par exemple à prouver les croissances comparées. En fait, si on a un, une suite qui est majorée, donc une suite telle que elle est plus petite que m pour tout n, donc pour tout n dans n, on a un qui est plus petit que m, ok, et que un est croissante, eh bien un converge.
la suite UN converge. Donc en gros, limite de UN existe, hein, puisque la limite n'existe pas forcément. Hein. Par exemple, je prends la suite UN égale sinus n. Eh bien, si vous avez en tête le graphe du sinus, ça ressemble à ça. Donc en fait, le sinus, il ne s'approche jamais d'une valeur. Il est tout le temps sur des valeurs un peu bizarres. Donc ça, c'est le théorème de la limite monotone. C'est-à-dire que si UN, elle est majorée par une constante grand M et qu'elle est croissante, alors la limite de UN existe. Et puis on a la même chose, en fait, c'est que si UN est minoré, donc plus grand qu'un petit m, et que UN est décroissante, donc dans l'autre sens, en fait, on inverse un peu les hypothèses, on obtient aussi que la limite de UN existe. Ça, c'est le même truc. Voilà. Donc il y a souvent en fait des questions de type bac par exemple où vous avez, je sais pas, vous démontrez dans la question d'avant par récurrence que UN est décroissante et vous démontrez aussi qu'elle est minorée. Bah, la question d'après c'est souvent justifier pourquoi UN converge. Vous avez juste à dire UN converge car elle est, d'après le théorème de la limite monotone, UN converge car elle est minorée décroissante. Voilà. Et ensuite un dernier point, c'était les formes indéterminées. Donc ici, je voulais faire un petit exemple de résolution de forme indéterminée qu'on a déjà fait en fait ici pour cette forme-là. Donc ici, on va factoriser par le terme qui gagne. Ici, le terme qui gagne, c'est le terme qui va tendre entre guillemets le plus fort vers plus l'infini. Ici, celui qui va tendre le plus fort, c'est le n carré. Et puis au dénominateur, c'est le n3, n puissance 3. Donc on va factoriser par ces deux termes-là. Donc en haut, je factorise par n carré, j'obtiens n carré facteur de 1 moins n sur n carré. Et puis en bas, j'obtiens n3 facteur de 2n, n3 du coup, sur n puissance 3 moins 1. Ensuite, ici on a du n au carré sur n3, donc il va nous rester du 1 sur n. Et puis ensuite, ici, on va avoir du 1 moins 1 sur n. Et ici, on va avoir du 2n, enfin 2 sur n au carré, moins 1. Ensuite, on va faire les limites. Donc ce terme-là, ici, il tend vers 0, lui, il tend vers 1. Donc on va avoir du 1 moins 0, ça tend vers 1, la limite. Ici, on va avoir du 0, ça tend vers 0, 2 sur n carré. Et puis ici, on a du 1, donc ça tend vers moins 1. Donc ici, le quotient entier, ce quotient-là, tend vers 1 sur moins 1, qui est égal à moins 1. Et puis ensuite, on a du 1 sur n. 1 sur n, il tend vers 0. Donc ici, au final, il va tendre vers 0 fois moins 1. Et ça, c'est clairement égal à 0. Donc la limite de UN, c'est 0. Ici, vous pouvez faire la même chose. C'est-à-dire que le terme qui domine, en fait, ça va être le terme 2n carré. Et donc, il se trouve que celui-là va gagner. Donc en fait, on est d'accord que lui, il tend vers plus l'infini. Donc quand on le multiplie par moins, il tend vers moins l'infini, mais lui aussi, il tend vers l'infini. Donc on a du plus l'infini, moins l'infini. Ça, c'est un peu chiant, mais le 2n carré, en fait, il va gagner. Vous pouvez montrer pareil que la limite de Vn, eh bien, en fait, ça va être moins l'infini, puisque le terme en exponentielle 2n carré va gagner. Et puis ici, en fait, vous regardez sur une fraction rationnelle, comme ça, un polynôme sur un truc, des puissances de n, en gros, c'est la puissance de n qui est la plus haute qui va toujours gagner. Donc là, il se trouve que la puissance de n la plus haute, c'est n carré. Et ici, racine de n plus 1, en fait, je ne sais pas si vous savez, mais racine de n plus 1, c'est juste égal à n plus 1 puissance 1,5. Et donc ça, en fait, c'est simplement, on a le 1,5 en bas, et puis on a du carré au-dessus, donc le carré va gagner. Donc en fait, ici, on va avoir limite de Wn qui va être égal à plus l'infini. Vous pouvez faire la même chose, factoriser, et puis vous obtiendrez le même résultat. Si vous êtes intéressé pour suivre ce genre de speedrun de chapitres, etc., avec des professeurs hyper qualifiés, je vous conseille de regarder les stages de maths qu'on propose pendant les vacances. Vous seriez peut-être intéressé et ravi d'y participer. Voilà tout.